Bienvenue à vous dans ce webinaire qui est organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons consacrer l'heure que nous passons ensemble à la présentation de la licence de droit. Ce webinaire est animé par le service Transition lycée-université, dont je suis le chef de service à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Nous accueillons aujourd'hui M. Denis Jouve, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et responsable de la licence de droit pour quelques temps encore. Avant de lui laisser la parole et de débuter la présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation de la formation va durer une trentaine de minutes. Vous pouvez poser des questions par écrit via le fil de la conversation qui est intitulé Q&R, questions-réponses dans ce format de Zoom. Et n'hésitez pas à poser des questions au moment même où elles vous viennent et M. Jouve pourra y répondre au fil de l'eau. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi poser votre question à l'oral. On peut vous laisser la parole aussi dans ce format de Zoom. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions au moment où elles vous viennent. Je laisse la parole à notre invité. Merci beaucoup, M. Jouve, de nous avoir rejoints et merci d'avance de votre présentation. Merci beaucoup, Monsieur Donc. Bonjour à toutes et à tous. Comme le précisait Monsieur Donc, je vais présenter les études de droit et la faculté de droit de Reims, mais à tout moment, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion, plutôt que d'attendre la fin, ce sera sans doute plus interactif comme ça. Et puis, dans la mesure où j'arrive à trouver le bon onglet, j'y répondrai au fur et à mesure. Si vous avez des questions à l'oral, de la même manière, vous pouvez lever la main sur Zoom et ça me permettra d'y répondre au fur et à mesure. Monsieur donc m'a présenté, je suis professeur de droit public et j'ai la responsabilité pour plus longtemps, puisque je vais passer la main, de la licence en droit de la faculté de droit de l'Université de Reims. Quelques mots sur la faculté de droit. Elle s'appelle faculté de droit et de sciences politiques parce qu'historiquement, une grande partie des facultés de droit comprenait aussi la science politique. Donc, la plupart des facultés de droit aujourd'hui ont encore le nom faculté de droit et de sciences politiques. Néanmoins, la licence de droit qui est proposée dans notre faculté est une licence de droit très classique qui comporte des enseignements de sciences politiques, comme la plupart des licences en droit en France, avec des enseignants spécialisés en sciences politiques qui donnent quelques cours, mais ça reste une licence de droit tout à fait classique comme on la trouve partout en France. Oui, on me demande de remettre le diaporama en plein écran, mais je peux pas. Le problème, c'est que si je le mets en plein écran, je n'arrive pas à lire en même temps les questions, donc je ne sais pas si je peux faire les deux. Aucun problème, non. Si, je peux peut-être faire les deux. Je ne sais pas, ça marche là? Je suis désolé. Bon, si, j'ai réussi à mettre la discussion voilà, dessus. là c'est parfait. Là, ouais. Voilà, désolé. Il faut que j'arrive à gérer tout ça en même temps et je ne débute pas, mais j'ai toujours du mal à m'y remettre. Voilà, c'est quelques mots sur ce qu'est la fac de droit, donc une licence de droit tout à fait classique. La doyenne actuellement, pour donner des éléments de présentation très généraux avant de rentrer dans le détail, donc la directrice de l'UFR qu'on appelle en droit encore doyenne, c'est Anaïs Danet qui est professeure de droit privé. On est 67 enseignants titulaires, essentiellement des enseignants en droit, mais il y a aussi des profs d'anglais, il y a aussi des enseignants des enseignants en droit, en sciences politiques et des enseignants en anglais. Et on a en tout plus de 200 vacataires, principalement pour les travaux dirigés, mais aussi pour les Master 2, où on a besoin des fois de faire intervenir un avocat, un huissier, un commissaire aux comptes ou autre, sur des thématiques très spécialisées. Plutôt parmi les universités françaises, on est plutôt une fac de droit moyenne plus en termes de taille. Donc, on est dans la moitié des plus grandes facultés. On a environ 2170 étudiants à Reims, licence, master confondus, et ils sont un peu plus de 500 à Troyes. Je vous ai mis la répartition pour avoir un ordre d'idée. En première année de licence, à Reims, ils sont 2 amphis de 300 environ. À Troyes, ils sont un peu plus de 250. En L2, ils sont plus que, entre guillemets, 360 à Reims et 144 à Troyes. En licence 3, ils sont à peu près comme en licence 2, un peu moins à 3. Et puis en master 1, on a environ 200 étudiants et 200 en master 2. Voilà pour les chiffres, c'est juste pour donner une idée de la taille un peu de l'université et au sein de l'université de la faculté de droit de Reims
est quand même une assez importante faculté de droit. Sur les diplômes proposés au sein de la faculté de droit, et on va plus précisément dans ce webinaire parler de la licence de droit, mais pour avoir un panorama global. Donc on a une licence de droit assez généraliste, puisque elle donne une licence de droit. Dans certaines facultés, on a des licences de droit public, des licences de droit privé, ou des licences de droit et langue ou autre. Là, c'est une licence de droit tout à fait généraliste, en 3 ans, qu'on propose à Reims et à Troyes. Il y a aussi une licence d'administration publique accessible à niveau Bac+3, donc en 3e année de licence, qui permet soit de poursuivre en master droit public, soit de passer les concours administratifs. On a aussi des licences professionnelles. À Reims, on a une licence métier du notariat, donc c'est à niveau Bac+3. On a métier du droit social à Troyes, et d'ici 2 ans, on aura une licence professionnelle métier de l'administration publique à Troyes. On a aussi des diplômes universitaires. Diplômes universitaires, c'est des étudiants qui parfois, notamment en master, veulent avoir une spécialité en plus de leur master et passent des diplômes universitaires. Et on propose actuellement des diplômes universitaires en droit du numérique, en sécurité et défense, en administration publique, ça c'est à Troyes, en droit du vin de l'Union européenne, en criminalité et probation, en droit, laïcité et culture monothéiste, ce dernier diplôme étant à Troyes. Et on a aussi un certain nombre de masters, et ces masters, je vous les présenterai après. J'ai une question sur la future licence pro métier de l'administration publique 3. Remplacera-t-elle la LAP? Oui, puisqu'actuellement, la LAP, licence d'administration publique, est présente à Reims et Troyes. Et la LAP va rester sous cette appellation, sous ce format-là à Reims, et ce sera une licence pro métier de l'administration publique à Troyes à partir de la rentrée 2024. Donc voilà pour les diplômes proposés. On va maintenant s'attarder un peu plus sur la licence, et notamment la première année de licence. Donc je l'ai dit, la licence, elle est sur 3 ans et elle est assez généraliste, puisque sur les 3 ans, vous allez suivre, les étudiants vont suivre la plupart des principales matières qui existent en droit. Et je ferai le détail dans quelques instants. Les 2 premières années de licence, il y a quelques petites options, mais elles ne sont absolument pas déterminantes pour la suite, pour la spécialisation en master. C'est à partir de la 3e année où on commence avec des parcours qu'on personnalise un peu plus, à se destiner, par exemple, vers un peu plus de droit social, un peu plus de droit international, un peu plus de droit pénal. Mais les 2 premières années de licence restent communes à quelques petites options près à tous les étudiants, qui fait que pour ceux qui veulent faire du droit mais ne savent pas encore quel type de droit, parce qu'il y a plusieurs variétés, ils n'ont pas à se prononcer avant le début de la L3 de la 3e année sur les choix un peu stratégiques, ce qui leur laisse le temps de bien connaître le droit avant de choisir vraiment ce qu'ils veulent faire. Sur le premier semestre, donc je vais vous présenter les principaux cours qu'on peut suivre au premier semestre et au second semestre de première année. Je peux aussi répondre à des questions sur la suite, mais il me semble que le plus intéressant pour notamment des lycéens, c'est de savoir ce qu'on fait dès la première année. Eh bien, au premier semestre, vous allez avoir des cours magistraux, donc c'est des cours en amphithéâtre, où vous allez être environ 300, enfin 300 maximum, parce qu'il y a 2 amphithéâtres de 300 étudiants, chacun avec son enseignant, son emploi du temps. Et sur une semaine type, les étudiants ont environ 18 heures de cours magistraux, c'est-à-dire ils sont en amphithéâtre. Les étudiants ne viennent pas tous en cours, mais sur 300 inscrits, on en a 250, 200 qui viennent. Et donc vous avez un enseignant, c'est des cours de 3 heures environ, enfin 3 heures en général. Et l'enseignant fait cours, les étudiants prennent des notes, peuvent poser des questions bien sûr. Donc là, c'est environ 18 heures par semaine. Et en plus, il y a des travaux dirigés dans 3 matières principales où les étudiants sont en groupe de 30-35, ont un enseignant qui va leur donner du travail d'une semaine sur l'autre, fait l'appel et donc contrôle le travail qui est fait et donne des notes. Les travaux dirigés sont donc en contrôle continu où vous avez régulièrement des notes et des exercices à rendre, des devoirs sur table. Les cours magistraux, il n'y a pas de contrôle continu. Vous avez un contrôle terminal
à l'issue du semestre. Et je reviendrai sur la manière dont on est évalué à la faculté de droit. Donc, si je reviens sur les matières que vous pouvez avoir en première année, au premier semestre, parmi les cours magistraux, vous avez du droit civil, et on fait principalement du droit de la personne. Qu'est-ce que c'est une personne en droit? Quels sont les droits principaux qui y sont attachés? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un nom, un domicile, etc. Vous avez aussi du droit constitutionnel. C'est au premier semestre principalement de la théorie du droit constitutionnel. Qu'est-ce que c'est la séparation des pouvoirs? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Qu'est-ce que c'est la justice constitutionnelle? Etc., etc. Vous avez aussi de l'introduction historique au droit, puisque, évidemment, étudier le droit, ce n'est pas étudier que le droit existant dans les textes en 2023, mais c'est aussi comprendre d'où il vient. Et la dimension historique est assez importante, surtout dans les premières années d'études, pour savoir d'où vient le droit qu'on a aujourd'hui dans les textes, parce que c'est indispensable pour comprendre éventuellement sa future évolution, de savoir d'où il vient. Donc, vous avez de l'introduction historique au droit, vous avez de l'histoire des institutions avant 1789, donc vous avez des institutions de l'Antiquité, les institutions de l'Ancien Régime, sous la féodalité, etc. Ce genre de choses qui permettent de situer l'évolution des institutions. Il y a aussi de l'introduction à la science politique, puisque on a des enseignants spécialisés en sciences politiques qui peuvent enseigner ce type de cours. On a de la culture et pratique du numérique, qui en première année est une initiation à ce qu'est l'identité numérique, par exemple. Et on a de l'initiation à la recherche documentaire qui se fait à la BU pour commencer à comprendre comment on recherche des documents en ligne ou documents physiques dans les rayons de la bibliothèque. Donc ça, c'est les cours magistraux du premier semestre de première année. Ces cours magistraux sont associés des travaux dirigés. Vous avez 3 travaux dirigés, chacun de 2 heures, dans les 3 matières principales. Donc, vous avez des travaux dirigés en droit civil. Vous avez 10 semaines de 2 heures de travaux dirigés. Les cours sont d'environ 30 heures, 30-33 heures, les cours magistraux. Vous allez avoir 20 heures de TD de droit civil, 2 heures par semaine pendant 10 semaines, 20 heures de droit constitutionnel et 20 heures d'introduction historique au droit, qui permettent d'approfondir à la fois les cours que vous avez, les cours magistraux, mais aussi d'approfondir la méthode des exercices juridiques, dissertation, commentaires de texte, cas pratiques éventuellement. Et alors, ça a changé par rapport à ce que je vous ai mis. Il y a de l'anglais au premier semestre. Classiquement, ils en avaient 2 heures par semaine en petits groupes, mais au premier semestre, maintenant, ça se passe c'est une évaluation par la plateforme Alticia. Donc, il n'y a plus de cours d'anglais en physique au premier semestre. Il me semble que c'est commun à l'université, à toute l'université. Maintenant, les étudiants passeront par la plateforme Alticia pour suivre des cours en ligne et s'auto-évaluer, mais ça, c'est seulement au premier semestre. Après, on revient sur des modalités plus classiques avec des petits groupes de niveau d'anglais. Et l'anglais en fac de droit, évidemment, ils font de la grammaire, ils revoient les bases de langue anglaise, mais ils font aussi beaucoup d'anglais juridique pour avoir le vocabulaire de l'anglais juridique, des contrats, des institutions, des juridictions anglo-saxonnes pour la culture générale ou pour ceux qui se destinent à avoir des carrières à l'international. Au second semestre de première année, vous avez, selon la même organisation, avec environ 18 heures de cours magistraux par semaine et 6 heures de travaux dirigés, plus 2 heures d'anglais. Les cours magistraux, vous allez avoir du droit civil, c'est principalement droit de la famille, mariage, divorce, filiation. Vous avez du droit constitutionnel, et là, vous allez étudier les institutions de la Ve République. Comment est élu le président de la République, quels sont ses rapports avec le Parlement, avec le gouvernement, comment fonctionne la justice constitutionnelle en France. Voilà les principaux thèmes qu'on peut étudier. Vous avez des institutions administratives et judiciaires qui consistent à étudier les différentes institutions, par exemple, la déconcentration, la décentralisation et les principales institutions judiciaires, comment sont articulées les juridictions, la Cour de cassation, Conseil d'État et toutes les juridictions qui existent. Vous avez un cours d'histoire des institutions après 1789, donc les institutions un peu plus récentes, et ce cours est à choix, soit vous prenez l'histoire des institutions, soit vie politique contemporaine, qui est une matière de sciences politiques. Donc c'est l'un ou l'autre. Et vous avez ensuite une unité libre, et parmi l'unité libre, il y a plusieurs possibilités, soit faire valoriser un engagement étudiant, sous condition bien sûr, soit prendre
une unité, une autre matière dans une autre composante, soit prendre, si vous avez pris l'histoire des institutions depuis 1789, vous pouvez aussi prendre vie politique contemporaine pour compléter eh bien, ce choix de matière. Et aussi, autre possibilité dans l'unité libre, c'est faire un stage d'une semaine et de rendre un rapport de stage. Vous avez des travaux dirigés en droit civil, droit constitutionnel et institutions administratives et judiciaires. Tout le même modèle, 10 semaines et 2 heures de droit civil, 2 heures de droit constitutionnel et 2 heures d'institutions administratives et judiciaires par semaine pendant 10 semaines. Et là, vous avez de l'anglais et vous retournez sur des classes d'anglais très classiques en présentiel, physique, avec 2 heures par semaine. Voilà pour la première année, les matières que vous pourrez rencontrer et l'organisation des études. Sur l'évaluation maintenant, s'il y a des questions par main levée, je ne les vois pas puisque je suis en plein écran. Par contre, j'arrive à voir si elles sont posées en version chat. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui veulent les poser à l'oral. Il n'y a pas de question à l'oral, en tout cas. Il y a une question de notre collègue de la mission orientation Agnès Pomerol sur une licence professionnelle. Je ne sais pas si vous voulez... J'ai répondu à l'oral. Je sais pas pardon, si excusez-moi. on a pu la saisir. Donc, normalement, il n'y en a pas d'autres. Sur l'évaluation, là aussi, c'est sur le fonctionnement classique qu'on peut suivre à l'université. On a 2 périodes d'examen. Une en décembre. Alors, des fois, il y a aussi sur la dernière semaine de décembre avant les vacances et la première de janvier, c'est les examens du premier semestre. Et puis, il y a une seconde période d'examen qui est en mai, c'est les examens du second semestre. Les notes des 2 semestres se compensent pour faire une moyenne générale sur l'année. Si cette moyenne est supérieure à 10, l'étudiant passe en deuxième année. Si la note est inférieure à 10, l'étudiant va au rattrapage et il repasse toutes les matières dans lesquelles il n'a pas eu la moyenne. Et contrairement au bac où il faut avoir, il me semble, plus de 8 pour avoir droit au rattrapage, là, tant que vous avez moins de 10, vous allez au rattrapage, peu importe la note que vous avez. Les rattrapages ont lieu au mois de juin. À l'issue des rattrapages, si les étudiants ont validé, ils passent en année supérieure. S'ils n'ont pas validé, ils redoublent. Avec la possibilité, si les étudiants ont validé un des 2 semestres, de pouvoir passer en année supérieure et ils devront valider l'année supérieure et le semestre qu'ils n'ont pas validé. Donc souvent, ça aboutit à des poursuites d'études un peu difficiles puisque vous devez valider en une année 3 semestres alors que vous n'avez pas réussi à en valider 2 sur une année. Mais cette possibilité est offerte aux étudiants s'ils la demandent. Comment se passe l'évaluation en droit? Eh bien, contrairement à une idée reçue, les études de droit, ce n'est pas du tout du par cœur. Ça n'aurait pas grand intérêt parce que le droit change beaucoup et ce ne serait pas très valorisant pour des étudiants à qui on donne des diplômes d'être évalués sur la simple capacité à mémoriser beaucoup de choses. Et heureusement que ce n'est pas ça. Sinon, ce serait assez déprimant d'être prof et étudiant dans ces filières-là. Les étudiants sont évalués principalement sur des dissertations, des commentaires de texte ou des commentaires d'arrêt, des décisions de justice, et des cas pratiques. Donc, c'est que des exercices où il faut réfléchir. Apprendre par cœur n'a pas grand intérêt quand on vous demande de réfléchir sur un sujet, de réfléchir sur un texte, une décision de justice, ou un cas pratique, c'est un tel se marie, il divorce, qui a la garde des enfants, je donne un exemple très facile, enfin très basique, et il faut avoir compris le cours pour pouvoir résoudre le cas pratique. Ce ne sont que des exercices qui nécessitent d'avoir compris et d'avoir réfléchi. Ces exercices sont travaillés en travaux dirigés. Ce fait que ce sont des méthodes assez spécifiques. Alors, la dissertation, les lycéens en font, mais des commentaires de texte aussi, mais par exemple, des commentaires de décision de justice, ils n'en font pas, et des cas pratiques non plus. Et ces exercices sont travaillés, bien sûr, dans les travaux dirigés pour que les étudiants soient au point sur la méthode. Bien sûr qu'il faut apprendre les cours, puisqu'il faut bien une base et un fondement solide pour pouvoir résoudre les cas pratiques, avoir des éléments à mettre en dissertation, mais vous n'êtes pas évalué sur la capacité à retenir un cours par cœur, parce que ce n'est pas très valorisant intellectuellement et pas très intéressant. Et un cours de droit, ce n'est pas, par exemple, le cours de droit civil sur le droit de la famille, ce n'est pas tous les articles du Code civil qui concernent le divorce, puis tous les articles qui concernent le mariage dans l'ordre.
le divorce, puis la filiation. Ça n'aura aucun intérêt. Un cours de droit, c'est expliquer les différentes, évidemment, notions principales, expliquer comment évolue le droit, d'où la dimension historique forte, mais pas que, sociologique aussi, économique. C'est aussi comprendre les différentes catégories, puisque en droit, il y a des choses qui sont catégorisées, une personne, un objet, une famille, un immeuble. Ce sont des catégories juridiques et il faut les comprendre, en comprendre la logique, comprendre comment ces notions s'articulent et fonctionnent entre elles, comprendre pourquoi la loi évolue dans tel sens. Et tout ça, ce n'est pas juste des articles de code civil, code pénal ou autre à apprendre par cœur. C'est plutôt comment on comprend, comment on interprète ces textes, comment les juridictions les ont interprétés, comment les chercheurs en droit, les enseignants-chercheurs qui ont travaillé sur ces questions ont, eux, apporté leur interprétation et voilà, comment on conceptualisé les choses, comment ils ont réfléchi là-dessus. C'est ça un cours de droit. Ce n'est pas juste des dispositions de code à apprendre par cœur. Et moi, des dispositions de code, j'en connais peut-être 2 par cœur. Et sachant que le code civil, c'est plus de 2000 articles et des codes, il y en a une trentaine. Et donc, sur des milliers d'articles de code, j'en connais 2 par cœur. Les collègues qui en connaissent 20 par cœur dans des domaines où ils travaillent toujours sur la même chose, c'est le grand maximum. Hein. Donc, ça n'a aucun intérêt de connaître tout par cœur et personne ne connaît tout par cœur. Donc, autant essayer de comprendre. Surtout qu'en comprenant le droit, d'où il vient, comment il évolue, comment il fonctionne, comment les juges raisonnent, comment le législateur raisonne, ça permet, quand le droit change, de comprendre tout de suite les changements. Alors que si vous apprenez par cœur sans comprendre, le changement va complètement vous bouleverser la compréhension, il va falloir réapprendre par cœur, et ainsi de suite à chaque changement. Et il y a des textes de droit, notamment en droit pénal, qui changent très très souvent. La procédure pénale, elle change régulièrement. Donc si vous apprenez par cœur, tous les 6 mois, il faut réapprendre par cœur les textes, en droit fiscal aussi. Ça a très très peu d'intérêt. Il vaut mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà pour les évaluations. Le taux de réussite, qui fait assez peur à l'université, en droit en particulier, en première année, il est d'environ 50-60% après rattrapage. Et on est sur du 40-45 avant rattrapage. Alors, ça dépend des années. Des fois, il y a des années où on ne sait pas pourquoi. Ça s'effondre un peu. Il y a des années, c'est meilleur que la moyenne. Mais on est environ sur 50-60% après rattrapage. Donc, ces statistiques incluent les étudiants qui sont inscrits, qui viennent passer les examens, mais qui n'ont pas ouvert un seul bouquin de droit, enfin un seul cours de droit. Donc, on comprend aussi les touristes, pardonnez-moi de les appeler comme ça. Maintenant, il y a un certain nombre d'étudiants qui ne sont pas là, enfin, qui ont en cours de route, vu que ça ne leur plaisait pas, qui vont passer les examens, mais qui ne les passent pas sérieusement. Si on prend les étudiants qui les passent vraiment sérieusement, qui ont travaillé, honnêtement, hein, pas travailler non plus de manière trop intensive, j'y reviendrai, mais qui ont travaillé normalement, on doit être sur du 75% de réussite. Et ceux qui échouent, c'est ceux qui n'ont pas réussi à bien comprendre la méthode de la dissertation, du cas pratique. C'est principalement ça qui fait échouer la première année si je ne prends en compte que les étudiants un minimum sérieux. En ce qui concerne les conseils de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir ces études de droit, là aussi, je pense qu'il n'y a rien de très original par rapport à d'autres filières, mais je vais quand même insister dessus. Le premier conseil, c'est de travailler régulièrement. Il y a beaucoup de choses à connaître, pas par cœur, mais à connaître. Et il y a une semaine blanche avant les examens qui permet aux étudiants de réviser, mais elle ne suffit pas pour intégrer, comprendre, assimiler tous les cours. Donc l'idée, c'est que les étudiants, ce qu'on conseille, c'est qu'après chaque cours magistral, et ils en ont 2 par jour, un le matin, un l'après-midi, globalement, maximum, c'est de prendre du temps le soir pour relire les cours, les stabiloter, pour ceux qui aiment bien faire ça. Et en droit, généralement, les étudiants aiment bien tout stabiloter, mais c'est obligatoire. Certains veulent faire des fiches de non. Utilisez la méthode que vous voulez. Par contre, relisez vos cours le soir en étant concentré pour voir si vous avez bien compris. Et juste en faisant ça, en le relisant une fois, en étant concentré, en surlignant, en rajoutant des éléments de commentaire dans la marge éventuellement, ça vous permet déjà de comprendre et de mémoriser une grande partie de l'essentiel des cours.
En faisant ça et en travaillant les travaux dirigés, puisque chaque semaine, vous aurez une dissertation dans une matière, un commentaire de décision et un cas pratique dans l'autre. Donc, vous aurez globalement 3 exercices à faire imposés par semaine. En faisant ça, plus en lisant son cours le soir, enfin les cours qu'on a eu la journée le soir, ce qui vous prend, ça dépend des étudiants, mais ça prend, voilà, si vous finissez à 17h, vous relisez ça, à 19h, c'est fini. Et vous avez la soirée pour vous. Un peu de travail éventuellement le week-end, mais je sais pas, un peu le samedi matin, et vous avez le week-end pour vous. Donc en étant organisé et concentré, on n'a pas besoin de consacrer tous ces soirs et ces week-ends. Si on a besoin d'autant de temps, c'est généralement qu'on n'a pas une bonne méthode de travail, puisque les étudiants peuvent évidemment concilier facilement, avec un minimum d'organisation et de sérieux, le travail, la réussite et les loisirs, la fête, le sport, la culture et tout ce qu'ils veulent à côté. Donc travailler régulièrement, c'est important. L'assiduité, venez en cours magistral, parce que une partie de la transmission se passe dans la manière dont l'enseignant va faire son cours, va le prononcer, va insister, va donner des anecdotes qui apparaîtront pas forcément à l'écrit quand on prend des notes, mais qui vont être capitales pour la compréhension et l'assimilation du cours. Donc il faut venir, puisque les cours magistraux, il n'y a pas d'appel, donc on considère qu'ils ne sont pas obligatoires. Néanmoins, ils sont capitaux et fondamentaux pour réussir ses études. Les travaux dirigés, il y a un appel qui est fait, au bout d'un certain nombre d'absences, l'étudiant est défaillant. Donc là, il y a un peu la contrainte de venir, et pas le cas en cours magistraux. Dans les cours magistraux. Néanmoins, toutes les statistiques faites dans différentes disciplines montrent que les étudiants qui viennent en cours ont plus de chances de réussir. Autre conseil de réussite, soyez curieux. Le droit n'existe pas déconnecté du monde dans lequel nous vivons. Et en étant curieux sur ce qui se passe dans la société, en ayant envie d'approfondir certains points, en ayant envie d'aller plus loin sur différents domaines, ça vous permet de toujours, des fois, comprendre les futures évolutions du droit, mais surtout de vous intéresser et à concilier votre passion pour un sport, pour la culture, pour la musique, avec le droit, puisque le droit est présent partout. En étant un peu curieux de ce qui se passe et de faire des connexions entre vos passions et le droit, vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Donc, faites cet effort. Et généralement, si on est naturellement curieux, c'est même pas un effort, d'aller toujours creuser un peu, chercher au-delà et s'intéresser à ce qui se passe autour de vous. Ça, je l'ai déjà dit, donc je n'insiste pas, mais il faut réfléchir, assimiler plutôt qu'apprendre par cœur bêtement. C'est fondamental pour réussir. Et acquérir la méthode des exercices juridiques, puisqu'une grande partie des étudiants qui échouent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, c'est parce qu'ils n'ont pas compris vraiment comment on faisait une dissertation, un commentaire d'arrêt, etc. C'est ce qui est le plus gros facteur d'échec. Si je mets de côté les étudiants qui ne sont pas sérieux, c'est vraiment cette acquisition de la méthode de comment on fait une dissertation, un commentaire. Et donc ça, il faut réfléchir et pas apprendre par cœur et recracher par cœur. Et enfin, la rigueur. La rigueur dans son travail, bien sûr, mais la rigueur, parce qu'en droit, quand on utilise un mot, c'est le cas dans beaucoup de disciplines, bien sûr, mais en droit, un mot a un sens particulier que n'a pas un mot qui, apparemment, dans le langage courant, est synonyme. Un crime et un assassinat, dans le langage courant, c'est à peu près la même chose. C'est 2 régimes juridiques complètement différents. L'assassinat est prémédité, donc ce n'est pas la même peine de prison, le crime non. Je vais vous donner un exemple. Un contrat administratif, ce n'est pas pareil qu'un contrat tout court. Et il y a tout un tas de termes qui peuvent paraître proches, mais en réalité, il faut beaucoup de rigueur dans leur utilisation. Et puisque les juristes sont généralement accusés de jouer sur les mots, dit pour s'amuser des avocats, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que des fois, selon comment on utilise un mot, ça a un sens, et en droit, ça aboutit à un régime juridique différent et des conséquences différentes. Donc il faut être rigoureux là-dessus. Pour donner quelques mots, quelques éléments chiffrés sur Parcoursup, parce que c'est aussi ce qui doit vous inquiéter en ce moment, on avait en 2022 2517 demandes à Reims et 1023 à Troyes pour à peu près, ils sont 600, mais il faut enlever les redoublants, on avait 500 places, 500 et quelques places à Reims et 300 à Troyes. Je dis des fourchettes, je donne des chiffres approximatifs. Ces chiffres, donc il y a énormément de demandes pour finalement 4 fois moins de places. Néanmoins, ne soyez pas inquiets, si vous voulez faire du droit à Reims,
tout le monde est accepté jusqu'à présent, puisque la plupart des gens font beaucoup de demandes et ils sont pris en médecine et ne viennent pas en droit, ils sont pris en économie et ne viennent pas en droit, mais ils font plusieurs demandes au cas où. Et jusqu'à présent, ces dernières années, et la tendance est assez stable pour la suite, tous les étudiants qui ont voulu venir en droit ont pu venir en droit, à partir du moment où vous avez le bac. On n'a refusé personne, puisque même si les gens étaient un peu loin sur la liste d'attente, au bout d'un moment, leur tour est venu de pouvoir choisir les études de droit. Donc, on a absolument refusé personne qui avait le bac. Ça, c'est bon à savoir. Donc, on ne met pas de dire deux mots de Parcoursup. On ne privilégie pas des options, des spécialités de bac par rapport à d'autres, puisque tous les types de bac peuvent réussir en droit. Les gens plus scientifiques auront une capacité de raisonnement et de logique qui est utile en droit. Les gens plus littéraires auront cette capacité de rédaction qui est importante en droit, puisque c'est de l'écrit, et c'est de l'écrit avec des phrases rédigées, et donc la maîtrise de la langue française est importante. Et ça, les littéraires, normalement, là-dessus, ont des compétences spécifiques qui sont valorisées en droit. Et ceux qui ont pris des options un peu plus histoire-géo, économie ou droit même, ils ont ce lien, cette ouverture vers la société et la culture générale qui est aussi très importante en droit. Donc tous ces profils-là sont les bienvenus et on ne les différencie pas dans la manière dont on rentre les données. Ce qu'on prend en compte, c'est, alors il y a différentes, on prend les matières communes à tous les étudiants de lycée et on les prend en compte dans un calcul de moyenne. On prend en compte aussi les évaluations des chefs d'établissement ou des professeurs principaux. On met une prime sur les bacs généralistes, puisqu'en général, ils ont plus de chances de réussir que les bacs pro, les bacs techno, les bacs agricoles, mais ceux-ci, ils ont aussi leur chance, puisqu'on ne refuse personne. Et on fait tourner la machine et ça nous sort un classement. Et voilà comment on procède. Et pour l'instant, on n'a pas eu besoin de faire de véritables sélections. Et je crois tant mieux, puisque tout le monde a sa chance. Et après, c'est aux étudiants de valider leur année au fur et à mesure. Donc voilà pour Parcoursup, pas de pression sur les choix d'options pour ceux qui sont en première ou en seconde. Personne n'a fait de droit sauf une petite option par-ci par-là avant. Vous avez tous votre chance, tous et toutes vos chances de tester, voir si ça vous plaît et de réussir. Quelques mots sur que faire après la licence. Certains étudiants, ils sont assez minoritaires, arrêtent leurs études à Bac+3 et passent des concours. Par exemple, greffier, rédacteur territorial, il y a différents concours qui sont accessibles et qu'on peut réussir à Bac+3, où certains vont être assistants juridiques dans des banques, des assurances, dans l'immobilier à Bac+3. La plupart poursuivent leurs études et ils font des masters. Et on a une grande distinction en droit, c'est entre le droit public et le droit privé. En licence, on fait toutes ces matières. En L3, on commence à se spécialiser un tout petit peu. Et à partir du master, il faut choisir une spécialisation. Parmi les masters de droit public, le droit public, c'est le droit des relations entre les administrations et entre les individus et l'administration. Vous allez voir avec les types de masters à peu près de quoi ils retournent. Donc, à Reims, en droit public, actuellement, on propose un master en droit public des affaires, droit de l'intervention économique dans l'économie, pour faire simple. On a un droit des collectivités territoriales qui parle de lui-même. On a un droit public et carrière publique qui reprend les matières fondamentales du droit public et prépare au concours, administratif notamment. On a un master, alors il est mixte, je l'ai mis dans le droit public parce que son directeur est de droit public, mais ils font aussi beaucoup de droit privé. Droit du vin et des spiritueux, qui est une spécialité rémoise, bien sûr, et de la région, puisqu'il y en a très peu en France de ce type-là de master. On a un master institutions européennes et gouvernance globale, plutôt sur les métiers de l'Union européenne et le droit de l'Union européenne, et un master droit du co-développement en Afrique, plutôt pour les carrières dans les administrations ou les entreprises en Afrique. Et à 3, on a un master d'administration publique. En droit privé, donc plutôt le droit des rapports entre les individus et les entreprises, les associations. On a du droit pénal et de la criminologie, avec une forte coloration criminologie dans ce master, puisqu'on a une grande spécialiste de criminologie à Reims, et il n'y en a pas beaucoup en France, donc on a une spécialité forte là-dessus. On a du droit social, c'est le droit du travail pour faire simple.
On a du droit des PME, PMI, droit des entreprises, droit des affaires qu'on appelle aussi. On a le droit notarial pour devenir notaire, ça parle de lui-même. Et on a le droit des contentieux privés, principalement pour soit devenir avocat, huissier ou juriste dans une structure privée. En 2024, on va proposer de nouveaux masters, en plus, où certains vont remplacer ceux qui existent. Droit du numérique, qui va exister en plus des autres. Droit de l'environnement, qui va exister en plus des autres. Droit international public, je n'ai pas rajouté public, mais qui va fusionner institutions européennes et droit du co-développement en Afrique. Et droit de la propriété intellectuelle, qui globalement est le droit des brevets, le plagiat et ce genre de choses pour rester assez simple. Donc voilà les masters qui sont proposés. L'accession au master est sélective et contrairement à Parcoursup en droit, les masters sont sélectifs puisqu'on a plus de demandes que de places en master. Et donc, il faut avoir un bon dossier puisque c'est le dossier de licence qui va être fondamental pour être pris en master. Les étudiants, après la licence, peuvent rester faire des masters à Reims, bien sûr, mais ils peuvent aussi partir dans toute la France, puisque les licences dans les universités publiques vous permettent, et la licence de Reims a bonne réputation en droit, donc elle permet aux étudiants qui ont fait leur licence à Reims et qui veulent faire un master qui n'est pas à Reims ou qui veulent changer de ville, d'être pris, s'ils ont un dossier correct ou bon, d'être pris assez facilement n'importe où en France. Et ça, on en est très fiers, même si on préfère les garder, mais quand nos étudiants vont faire leurs études ailleurs parce qu'ils ont une spécialité qu'ils préfèrent ailleurs, on est très content qu'ils soient pris et que le travail des étudiants et notre travail soit aussi reconnu. J'en ai pas parlé directement, mais les étudiants en deuxième, troisième année de licence, voire master, peuvent partir à l'étranger via les échanges Erasmus sur un semestre ou sur l'année. Évidemment, il faut passer un test de langue et avoir un certain niveau, mais il ne faut pas être bilingue du tout. Et globalement, la plupart des étudiants qui veulent partir, peut partir, puisqu'on a cette place pour faire partir la plupart des volontaires. Donc ça, c'est aussi à intégrer dans votre cursus. Vous pouvez partir dans beaucoup de pays, puisque l'université a des relations et des liens avec beaucoup de pays et beaucoup d'universités dans le monde entier. Quelques mots sur les débouchés, et je vais finir par là, et il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas à les poser par la suite. C'est une des grandes forces des études de droit, c'est que ça mène à beaucoup de métiers très différents. Et là, je vais juste me concentrer sur les métiers les plus évidents, mais il y en a beaucoup qui dépassent le cadre de ce que je vais pouvoir citer. Parmi les principaux métiers, il y a les plus évidents, c'est ceux de la justice, greffier, notaire, huissier, les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse, les métiers de juge, il y en a plusieurs, les métiers d'avocat. Tout ça, c'est ce qui est en général le plus connu. On a bien sûr les métiers dans la police nationale, municipale, la gendarmerie ou l'armée. Nos étudiants passent des concours d'officiers, c'est-à-dire des concours à Bac+3, voire Bac+4, pour devenir officier. Certains passent les concours qui nécessitent seulement le bac, mais après leurs études, ils font quelques années d'études et passent ces concours-là. Mais le fait de faire des études et de les valider leur permet d'accéder aux métiers et aux fonctions d'officier. Et donc, on a un certain nombre d'étudiants chaque année qui vont dans les métiers de la sécurité et de la défense. On a un certain nombre de débouchés dans les administrations, dans les directions des services juridiques. Évidemment, dans les administrations, ils ont besoin de juristes pour faire en sorte que les décisions qu'ils prennent soient légales. Donc, dans toutes les administrations, il y a des services juridiques. Il y a des services juridiques pour passer aussi les marchés publics. C'est très classique. Dans les administrations de l'État, dans les administrations territoriales, dans les musées, dans les hôpitaux, dans toutes ces structures-là, ils ont des juristes, soit généralistes, soit sur les contrats, soit sur le droit de la fonction publique pour embaucher des agents. Et donc, dans toutes ces administrations, il y a énormément de juristes dans les ministères. Il y a des concours spécifiques parfois. On a des métiers, et sachant que les étudiants, bien sûr, qui ont Bac+3, Bac+4 ou Bac+5, aspirent à des métiers de cadre dans la fonction publique et dans les administrations. Et on a beaucoup d'étudiants dans les masters droit public qui destinent en partie à ces métiers-là, qui ont des très belles fonctions de direction, de beaux services juridiques. Pour information, dans les métiers de la justice, la présidente actuelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute fonction de juge de France, a fait ses études il y a quelques années à Reims. Il y a bien sûr des métiers à l'international, avocat,
spécialisé du droit français et allemand, et pour tous les rapports entre la France et l'Allemagne, l'Espagne, le pays que vous voulez. Il y a des métiers dans les organisations internationales, ONU, Organisation internationale du travail, voilà, des dizaines et des dizaines possibles, OMC, ce que vous voulez. Il y a aussi dans les ONG, puisque les grosses ONG ont des juristes. Les grosses ONG ont des juristes, organisations non gouvernementales, ou des associations à l'international aussi ont besoin de juristes. Dans les entreprises, bien sûr, ils ont besoin de juristes en ressources humaines pour tout ce qui est contrat de travail. Ils ont besoin de juristes pour passer des contrats, pour gérer la propriété intellectuelle, pour gérer les achats, les ventes, le droit commercial. Ils ont besoin de juristes dans les entreprises, dans les banques, dans les assurances, bien sûr. On a aussi des étudiants, parmi les métiers un peu moins évidents, qui partent en journalisme, puisque les écoles de journalisme qui prennent sur concours, il me semble, la plupart, un des éléments importants pour réussir ces concours et réussir dans le journalisme, c'est la qualité d'écriture et la rigueur d'écriture. Et c'est une des compétences que les étudiants en droit acquièrent, que les bons étudiants en droit acquièrent. Et enfin, même si c'est qu'une minorité d'étudiants qui poursuivent cette carrière-là, bien sûr que l'enseignement et la recherche sont des débouchés possibles pour les étudiants qui font des thèses, donc un doctorat après le Master 2, parce que le Master est en 2 ans, Master 1, Master 2, et donc après Bac+5, certains poursuivent faire une thèse de doctorat pour faire des recherches sur un sujet déterminé, et après les études de doctorat, ils poursuivent dans l'enseignement et la recherche. Je crois que j'ai terminé. Voilà, merci de votre attention, et maintenant, à vos questions. Je ne suis pas très fort en partage d'écran, mais j'arrive à mettre des gifs dans les PowerPoint. Merci de votre attention. Je vous écoute. Posez toutes les questions à l'oral, à l'écrit, comme vous voulez. Je vais arrêter le partage, ce sera peut-être plus simple. Merci beaucoup, Monsieur Jouve. En tout cas, très, très clair. Ça donne envie de faire du droit. Mesdames, Messieurs les participants, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Je ne sais pas si j'ai été clair sur tout. Donc, si vous avez des questions, écrit ou oral, allez-y, c'est le moment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes. Tout est entendable. En faisant les journées portes ouvertes, on a tout un tas de questions diverses et variées, donc ne vous auto-censurez pas. Quand nous allons dans les lycées, on reçoit parfois la question des stages. Est-ce qu'il y a beaucoup de stages? Je sais, vous en avez peut-être parlé, excusez-moi, J'en ai parlé que pour la première année. Pour la première Parce année, que déjà, j'ai été trop long et je n'ai pas parlé de tout. Les stages, alors, bon, on est en train de changer les maquettes puisque tous les 4-5 ans, il faut qu'on renouvelle nos maquettes, on essaie de les améliorer. Actuellement, c'est-à-dire ce qui est prévu actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'on a des stages facultatifs en L1, L2 et L3, d'une semaine en L1, L2 et de 2 semaines en L3. Donc, facultatif, ça veut dire qu'ils font soit un stage, soit ils prennent une autre matière, n'importe laquelle. Enfin, ça dépend des années d'études, mais ils ont plusieurs choix. Par contre, en master, les stages sont obligatoires. Alors, des fois, c'est en master 1 plus master 2. Des fois, c'est seulement master 2, ça dépend des masters. Mais les étudiants en master ont forcément suivi un stage. Il y a peut-être un master où c'est facultatif encore, mais ce sera obligatoire dans quelques temps. Donc, alors en licence, c'est des petits stages, puisque c'est des stages d'observation. Les étudiants ne sont pas encore, entre guillemets, opérationnels. Donc, j'ai une question, je vais y répondre tout de suite sur les langues vivantes. Par contre, en master, nos étudiants, notamment en master 2, quand ils font un stage de 3 à 6 mois, de 2 à 6 mois dans la plupart des masters, là, assez vite, ils sont opérationnels, on leur confie des dossiers. Ils sont toujours épaulés puisque c'est l'idée du stage, mais ce qui permet à nos étudiants d'avoir souvent d'être embauchés à l'issue du Master 2 par leur organisme de stage et on a dans la plupart de nos masters des débouchés excellents, et on a beaucoup de masters, il y a 100% d'insertion professionnelle dans les 6 mois à 1 an. Moi, je dirige un master et les étudiants ont tous, les 2 dernières promos ont tous trouvé très rapidement un emploi.
Et dans certaines filières, il y a même plus d'emplois, dans certaines filières du droit, il y a même plus d'emplois d'étudiants sur le marché, entre guillemets. Donc, les stages sont un bon moyen d'insertion professionnelle. Donc, j'ai deux questions. Il y en a une sur, y a-t-il des cours d'une deuxième langue vivante? Non. Dans le cadre de la faculté de droit de Reims, vous avez que de l'anglais qui est proposé, puisque l'anglais est la matière souvent imposée dans les concours et les examens. Par contre, si les étudiants qui veulent suivre une langue en plus peuvent le faire via la maison des langues. Mais c'est hors du cadre de la licence en droit. Est-ce qu'on a des échanges Erasmus et avec quel pays? Alors là, c'est les liens avec l'université, mais il y a des dizaines et des dizaines d'universités de différents pays. On a évidemment tous les pays d'Europe, mais et la plupart des étudiants partent en Europe. Peut-être de temps en temps, on en a un qui part au Canada ou en Australie. Et on en a eu une l'année dernière qui est partie en Corée du Sud, pour vous donner une destination un peu originale par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc, je n'ai pas la liste, elle doit être la liste des pays qui ont des conventions avec l'Université de Reims. Elle doit être sur le site de l'université, je pense, via la partie internationale. Je sais qu'on a des liens particuliers avec le Japon et notamment l'Université d'Osaka, de Nagoya, pardon, puisqu'on est la ville de Reims et l'Université de Reims, on est très liés aux collègues et à la ville de Nagoya, mais donc il y a forcément des liens entre les universités pour y partir. Mais je n'ai pas la liste de pays en tête, mais on peut la trouver assez facilement, je pense. J'ai une autre question. Une élève de terminale générale avec une moyenne générale de 10 ou 11 sur 20 va-t-elle être acceptée tout de même? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans souci, puisque tout le monde sera pris. Vous ne serez peut-être pas, vous ou votre fille, puisque j'ai l'impression que c'est le parent qui pose la question, l'étudiant qui a 10, 11, 20 sera peut-être pas dans les 600 premiers sélectionnés, mais au bout d'une semaine, une fois que les étudiants auront fait leur premier choix, très vite, les étudiants sur liste complémentaire seront appelés et les dernières années, tous les étudiants de liste complémentaire ont été appelés. Et dans la mesure où on met une prime au bac généraliste par rapport au bac pro et au bac techno, les étudiants terminale générale avec une moyenne sont devant les étudiants moyens de bac pro et bac techno. Donc il y a avec 10, 11 sur 20 de moyenne générale en terminale générale, c'est impossible de vous dire quel sera le classement approximatif, mais il n'y a aucun doute sur le fait que le lycéen sera pris en fac de droit, puisque j'allais dire, à partir du moment où l'étudiant a le bac, même s'il a 10 de moyenne en bac pro, n'importe lequel, a priori, il sera plutôt en bas de la liste, il aura quand même la possibilité de pouvoir s'inscrire puisqu'on a cette place. Et il pourra jouer sa chance. Et merci, Madame Poumerol, pour votre message. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Profitez-en. Ah, j'en ai encore. Prenez-vous des STMG? Oui, j'ai un peu répondu avec la question précédente. En réalité, nous, comme on ne fait pas de sélection, puisqu'on est obligé de configurer Parcoursup, puisqu'on est obligé de faire un classement des lycéens qui candidatent chez nous. On est obligé de classer les 5000 à Reims et à Troyes étudiants qui viennent chez nous. Alors, c'est deux classements à part, Reims et Troyes, puisque quand vous choisissez d'aller à Reims ou d'aller à Troyes. Ce n'est pas le hasard qui vous envoie à Reims ou Troyes. Donc, vous choisissez Reims ou Troyes ou les deux. Donc, on fait un classement pour Reims, un classement pour Troyes. On est obligé de tous les classer. Donc, on les classe tous avec les critères que je vais donner, globalement les notes des matières qu'on suit en première et terminale. Et on doit mettre aussi les notes de bac de français dedans. Mais STMG, par rapport au bac généraliste, les bacs généralistes ont une prime. On leur met, je sais pas, un +5 sur la moyenne générale. Je ne sais plus comment on fait. Mais on leur met une prime. Ça veut dire que les bacs STMG s'ils ont une très bonne moyenne, ils arrivent à compenser avec les bacs généralistes. S'ils n'ont pas une très bonne moyenne, ils seront classés en dessous des bacs généralistes. Malgré tout, même s'ils ne sont pas pris tout de suite, avec le jeu des gens qui vont être pris ailleurs, vont préférer aller en économie, qui vont préférer aller en droit à Amiens, en droit à Paris, ça va venir, à un moment donné, ça va se décaler et le jeu des chaises musicales fera que même si vous êtes classé un peu plus loin en étant STMG et selon vos notes, vous aurez quand même la possibilité de vous inscrire en droit. Alors, au lieu de le savoir dans les 3 premiers jours des résultats de Parcoursup, vous le saurez au bout d'une semaine ou deux, mais vous aurez quand même la possibilité de venir en droit. Ce que je disais, c'est que, et là, je ne veux pas de la pub mensongère, je n'ai rien à gagner à ce que les gens fassent du droit. Ces dernières années,
enfin, depuis que Parcoursup existe, et même avec le dispositif antérieur, on n'a jamais refusé d'étudiants par manque de place. Donc, même en STMG, vous serez la bienvenue. Y a-t-il des admissions en WICI? Oui. On met automatiquement en WICI les étudiants qui sont en bac professionnel et en bac agricole. Ce qui implique pour eux, le WICI, nous, c'est qu'ils sont inscrits normalement. Et en plus, ils ont des cours de soutien en français et des cours de tutorat sur la méthode. Donc, ils ont des cours en plus pour les accompagner, les WICI. Il y en a assez peu parce que généralement, les bacs pro et les bacs agricoles sont très peu à demander les études de droit. Ceux qui les demandent et qui font le choix de venir avec nous, on leur propose, ils doivent signer un contrat pédagogique de WICI et suivre des cours de français supplémentaires. Enfin, on n'en propose pas dans la maquette, mais des cours de soutien de français et des cours de tutorat, de méthode pour les accompagner. Différence entre BUT, carrière juridique et la licence en droit. Alors, il y a plusieurs différences. Du point de vue des matières, on a un spectre un peu plus large, puisqu'on fait pas mal d'histoire. On a une vocation qui est moins professionnalisante en licence. Nous, la professionnalisation, elle vient en master. Donc, les études sont plus généralistes, mais plus larges. Le spectre des matières suivies est plus large en licence de droit par rapport au BUT. Et parce qu'on est moins professionnalisant. Les BUT, normalement, ils se destinent principalement à des carrières courtes, même si 80% va vouloir revenir faire des masters en droit, comme c'est le cas actuellement avec les DUT, où 80% des étudiants de DUT carrière juridique viennent en licence de droit avant d'aller vers les masters. Donc ça, c'est la situation actuelle. Plus professionnalisant en BUT, donc un spectre moins large de matières et moins d'histoire, moins de sociologie politique, moins de sciences politiques. Après, là où on n'a pas de recul encore, mais il est possible que les directeurs de master favorisent les étudiants de licence de droit et que les étudiants de BUT ne soient pas tous acceptés, sauf ils ont des dossiers excellents, directement en master, parce que justement, ils auront eu des matières, un spectre moins large de matières. Donc, ce qui peut arriver, encore une fois, je parle de manière hypothétique et conditionnelle, les étudiants de BUT, probablement qu'on va leur proposer de refaire une licence généraliste L3 puisque ils n'auront pas vu les matières qui sont importantes dans la plupart des masters. Voilà, mais on n'a pas de recul dessus. En tout cas, moi, en tant que directeur de master, quand je verrai des BUT carrière juridique, je vais être attentif aux matières qu'ils ont suivies et très probablement que tout ne correspondra pas et qu'ils auront vu moins de matières que ceux qui ont fait une licence et que soit je les classerai moins bien, soit je ne les prendrai pas du tout parce que je vais estimer qu'ils n'auront pas suffisamment de matière pour pouvoir bien suivre les masters. Donc, je pense que pour poursuivre en master, le BUT, il risque d'y avoir, on risque de les envoyer en L3 pour refaire ce spectre un peu plus généraliste. Mais encore une fois, c'est mon avis, hein, on n'a pas encore assez de recul. Le tutorat est-il toujours proposé? Alors, pour les WICI, oui, et le tutorat, il vient au second semestre et il est pour les étudiants qui ont entre 8,5 et 10. Les étudiants dont on estime qu'ils ont des problèmes de méthode, mais qui sont sérieux, ils ont du tutorat qui est assuré par des étudiants de Master 2 ou des doctorants qui les aident sur la méthode. Et ça vient après les résultats du premier semestre, en première année. Après, il y a aussi les associations étudiantes qui font du tutorat, mais qui n'est pas dans le cadre de la fac de droit, qui est dans le cadre associatif, qui propose aussi du suivi sur un peu le même modèle, mais la fac de droit, elle recrute des tuteurs qui ont niveau bac plus 5 ou plus, donc des gens, alors que les étudiants, c'est un peu entre eux, donc nous, on n'a pas de contrôle là-dessus et on ne sait pas, entre guillemets, quelle est la qualité de leur tutorat. Combien d'heures de cours par semaine? Environ 25 heures par semaine. C'est assez étalé, vous pouvez avoir cours entre 8 heures et 20 heures, mais en première année, ça arrive rarement que vous avez cours entre 8 et 18 heures. Pas toute la journée, hein, vous avez des trous. Et vous pouvez avoir cours le samedi aussi, notamment les travaux dirigés. Les travaux dirigés sont assurés par des doctorants, mais peuvent être assurés par des praticiens du droit, des avocats, des juges, des notaires, des chefs de services administratifs, d'entreprises, d'administration. On en a beaucoup. Et eux, souvent, c'est soit le soir 18-20, soit le samedi. Ce qui fait des semaines avec des cours un peu éparpillés. Y a-t-il des cours de méthodo sur la dissertation? Ça se fait dans le cadre des travaux dirigés. Toute la méthodologie, actuellement, elle est faite dans le cadre des travaux dirigés. Et dans 2 ans, on aura un cours spécifique de méthodologie en première année de licence. Mais si vous êtes en terminale, dès l'année prochaine, vous aurez de la méthodologie seulement dans les travaux dirigés. Et tout ça vous est expliqué dans les travaux dirigés
Il n'y a aucun exercice terminal que vous n'avez pas travaillé avant. On ne va pas vous donner un cas pratique alors que vous n'en avez jamais fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, j'ai encore un peu de temps. Je crois qu'on est bon, hein? S'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre attention. Non, c'est vrai, il n'y en a pas d'autres. Merci pour vos questions et puis j'espère que ça vous a éclairé, que ça a éclairé vos choix d'études futures. Il n'y a pas que des étudiants et des lycéens, ça a éclairé pour vos enfants ou vos lycéens, vos étudiants. Merci à toutes et à tous. Passez Ouais. d'excellentes journées et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Jouve. Merci à tous et bon courage aux bacheliers pour le bac. On se retrouve bientôt à l'URCA, en vous espérant en forme dès le début du premier semestre. Bonne journée. Merci.